Le magasin d'armement de Yimdi à la sortie ouest de Ouagadougou, route de Bobo, attaqué dans la nuit d'hier. Les assaillants ont été identifiés comme étant des éléments récalcitrants de l'ex-RSP, précise l'armée. Sur place, les riverains affirment avoir entendu des tirs. Quelle est l'ampleur de l'attaque et à quel dessein? Beaucoup d'interrogations. Le porte-parole du gouvernement est notre invité. Bonsoir, monsieur Rémi Dandjinou. Bonsoir. Et à tout à l'heure donc pour en tout cas les informations concernant cette attaque. Il y a exactement une semaine, jour pour jour et à quelques minutes près, les terroristes passaient à l'acte sur l'avenue Kwame Nkrumah, plongeant le Burkina Faso dans l'horreur. La plus belle avenue de Ouagadougou a-t-elle retrouvé son ambiance? Constat dans un instant. Un de nos reporters est actuellement sur place, nous l'aurons en direct au téléphone. Et puis cette initiative lancée par des artistes en collaboration avec la RTB, c'est un véritable acte militant. 19 artistes et pas des moindres ont composé une chanson. Le titre « Tu te trompes » est une adresse aux terroristes. Le clip est lancé ce soir, la primeur dans un instant. Une semaine après l'enlèvement du docteur Elliott et de son épouse à Djibo, il n'y a toujours pas de nouvelles. Et pendant ce temps, les patients et le personnel soignant de leur clinique sont dans le désarroi. Le docteur Elliott était le seul médecin et en son absence, plus de consultations, constat dans un instant. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Et tout d'abord, ce communiqué de l'armée dans la nuit du 21 au 22 janvier 2016, aux environs de 3 heures du matin, une tentative d'incursion n'ayant fait aucune victime a eu lieu au niveau du magasin d'armement de Yimdi. Les auteurs de cette tentative ont été identifiés comme étant des éléments récalcitrants de l'ex-RSP. Le site est sous contrôle des forces armées nationales et le dispositif de surveillance a été renforcé. Il est encore rappelé aux populations de signaler aux forces de défense et de sécurité tout individu ou activité suspect au numéro vert suivant, le 16, le 17 ou le 10-10. Et puis une de nos équipes était sur le terrain à Yimdi ce matin pour faire un constat. Sur place, impossible de filmer, rien de particulier à signaler. Aux abords du site, les gens vont et viennent normalement. Quelques riverains rencontrés témoignent avoir entendu des tirs la nuit. Konsoun Koulibaly, Frédéric Etienne Bassenga. Sur le qui-vive, après avoir essuyé des balles de l'ennemi dans la nuit d'hier. Impossible de filmer cette poudrière de l'armée burkinabé située à la sortie ouest de la ville de Ouagadougou. Il ne faut pas dévoiler les positions. Ici à Nyembi, tout est calme. La circulation comme à son habitude. Il faut sillonner les alentours du camp pour voir un riverain, la zone n'étant pas très habitée. Donc c'était dans la nuit, j'ai entendu des tirs, c'était une fois. Donc j'étais dans la chambre avec madame de son côté, moi aussi je dormais dans mon côté, et puis le grand frère lui il était au travail. Donc quand j'ai entendu le tir là, j'ai sorti souvent au niveau du pont là, quand les véhicules passent, les secousses là. Voilà, donc coïncident avec les bruits là, je suis sorti, je n'ai plus entendu des tirs comme ça, donc j'étais rentré. Ça c'était vers quelle heure? En tout cas, c'était après les 1h du matin, je pense, puisque j'avais écouté la radio jusqu'à 0h, et c'était après ça. Donc je pensais... Les tirs ont duré? Non, ça n'a pas duré. J'ai entendu un seul tir seulement. Voilà. Et puis, bon, comme j'étais dans les somnolences là, je ne savais pas si j'étais après ça maintenant, j'étais réveillé ou bien c'était la première fois comme ça. Qui a pu bien attaquer cette poudrière et à quelle fin? Voilà des questions qui restent en suspens en attendant que le gouvernement ne communique. Voilà, et le gouvernement a décidé de communiquer. Cette attaque suscite bien sûr de nombreuses interrogations, mais aussi des inquiétudes sur ce plateau, comme annoncé, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Dandjinou. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir à vous et bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, dites-nous, monsieur le ministre, que s'est-il passé exactement cette nuit à Yimdi? Vous en avez fait les grandes lignes. Il y a donc une poudrière qui a été attaquée par un certain nombre de personnes, qui s'est entraîné donc le déploiement des forces de l'ordre et de sécurité autour de cette poudrière-là. Et à la date d'aujourd'hui, à cet instant, les forces armées nationales ont repris le contrôle du secteur, mais ça c'était depuis le matin, depuis les instants, les assaillants sont partis. Voilà. Alors, est-ce qu'on a retrouvé ce soir les traces de ces assaillants-là? Alors, depuis que les forces armées ont pris
la connaissance de cette situation. Un certain nombre d'opérations a été mené et il y a des personnes qui ont été arrêtées. Certaines sont encore entendues aujourd'hui. Il y a des signalements qui ont été faits de façon relativement précise des enseignants qui ont opéré, d'où justement le communiqué qui affirme qu'il s'agit d'ex-RSP, parce que certains ont été reconnus. Donc il s'agit bien d'anciens de l'ex-régiment. Vous voulez dire qu'on a formellement reconnu certaines personnes ont été reconnues parmi ceux qui ont opéré, donc les signalements correspondent et les forces défensives de sécurité, notamment la gendarmerie, sont justement à la recherche de ces personnes-là. Des personnes ont été entendues, d'autres sont toujours gardées au niveau donc des différentes zones d'interrogation de nos forces armées. Donc il y a une identification relativement précise aujourd'hui de ce qui s'est passé, des personnes qui ont opéré. Le communiqué de l'armée précise qu'il n'y a pas eu de victimes, mais ce soir on apprend qu'il y a eu un blessé. Oui, il est évident que lorsque l'on fait une opération comme celle-là, alors qu'il y a eu des personnes qui ont tiré, que notre armée également s'est déplacée, lorsqu'on a fait le point immédiatement aux environs, donc je pense que les premiers communiqués sont relativement tôt, il y a eu ensuite le temps de voir qu'effectivement il y a eu des blessés, une personne, mais ça c'est vraiment lié notamment à l'opération. Alors on suppose donc qu'en attaquant un dépôt d'armes, le premier objectif des assaillants, bien sûr, c'est de récupérer des armes. Alors selon vous, est-ce qu'ils sont parvenus à leur fin? Est-ce que vraiment des armes ont été emportées de Yimdi cette nuit? Il est évident que cette poudrière était pendant longtemps sous la protection et la direction du RSP, donc ces personnes connaissent un peu les lieux. Ils connaissent aussi les armes qui étaient stockées. De l'avis du chef d'état-major avec qui j'ai échangé, il y a effectivement je dirais, on est en train de faire le point des armes qui étaient à l'intérieur. Il faut savoir que depuis le désarmement du RSP, il y a eu un certain nombre de mouvements qui ont été faits au niveau de nos armes. Certaines ont été stockées. Donc il va falloir faire le point exactement pour savoir quelles sont les armes qui ont pu être prises. Mais à cet instant-là, je pense que cette question-là, on ne peut pas la répondre de façon précise. Il y a intérêt justement à peaufiner les recherches, à faire les vérifications pour savoir qu'est-ce qui a été pris ou qu'est-ce qui n'a pas été pris. Alors, selon vous, monsieur le ministre, à quel dessein une telle attaque sur une poudrière? Je pense que ça paraît évident. Il y a des personnes donc, qui ont envie d'avoir des armes, il y a des personnes qui ont envie d'avoir des munitions, il y a des personnes qui ont envie de s'aimer du trouble et du désordre à l'intérieur du territoire. Et il faut se rendre compte que c'est une suite d'actions qui sont menées, sur lesquelles peut-être des liens n'ont pas été formellement établis, mais sur lesquels on peut avoir un faisceau de soupçons comme s'il y a une volonté manifeste de déstabiliser notre pays. Il y a eu les 3 attaques terroristes, il y a eu la succession d'incendies à travers la ville, il y a cette attaque-là. On peut se poser des questions, effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça que le chef d'État, son Excellence Marc Roch Christian Kaboré, a instruit la hiérarchie pour qu'effectivement cette question-là soit réglée au plus tôt, pour qu'on ait une réponse en termes notamment de responsabilité, et on a une réponse également en termes d'arrestation, afin que les populations se rendent compte effectivement qu'il y a une armée qui fonctionne, il y a des forces de sécurité qui font leur travail et qu'il y a un pays qui peut se développer et produire en paix. Effectivement, monsieur le ministre, depuis quelques jours, donc à chaque journal, on annonce des incendies du marché. Alors beaucoup, comme vous l'avez dit, refusent donc de voir là une coïncidence. Est-ce que vous avez des informations précises qui tendraient donc à montrer que ce sont des actes prémédités? Non, la gendarmerie a fait des arrestations, des personnes sont entendues sur ces éléments-là, mais la façon dont cela se met en place peut effectivement poser problème. Il y en a eu à Bobo, il y en a eu à Ouaga, à 2 endroits. Il y a donc une succession d'actes qui peuvent se demander est-ce qu'il n'y a pas un dessein d'un certain nombre de personnes de déstabiliser notre économie. Et je pense qu'à ce niveau-là, notre démocratie et notre pays qui est en reconstruction a besoin justement que nos forces d'armée et de sécurité soient au cœur de la chose pour nous donner ce minimum de confiance-là. Alors pour revenir à cette attaque de la nuit, est-ce que le fait que des hommes armés puissent viser un dépôt d'armes aussi important que celui de Yimdi, n'est-ce pas là la preuve qu'il y a peut-être des failles dans le dispositif de sécurité? Je ne dis pas qu'il y a des failles. Je dis que nous sommes dans une situation où effectivement notre armée a connu un certain nombre de soubresauts et nous avons donc eu un redéploiement à différents moments pour gérer ces crises-là. Il peut apparaître à un moment donné que certains en ont profité. Et c'est pour ça d'ailleurs que le chef d'état-major de l'armée n'arrête pas d'appeler les populations à signaler tout mouvement de population, tout élément suspect. Il faut se rappeler que dans le cas de ce qui s'est passé le 15 janvier à Ouagadougou, à Tinakov et à Djibo, les populations ont énormément contribué, ce qui permet aujourd'hui d'avoir des personnes qui sont détenues et des éléments de renseignement qui avancent rapidement pour localiser et identifier les principaux acteurs et également leurs commanditaires.
Alors, l'information a créé la panique dans la ville. Il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé, donc des rumeurs parmi les plus folles. Le couvre-feu même a été ramené à 20h entre-temps. Alors, votre réaction, monsieur le ministre, en tout cas à cette panique-là? Je pense que ça oblige le gouvernement à avoir une communication proactive, à informer effectivement les gens sur ce qui se passe et ce qui doit être considéré comme étant le message du gouvernement. Il y a eu une panique liée notamment au fait que certaines radios ont annoncé qu'il y a un couvre-feu qui est passé à 20h, mais les radios ont fait une annonce qui était liée notamment au couvre-feu à Tunis, en Tunisie. Ensuite, il y a eu des interprétations et les mauvais esprits ont fait répandre dans la ville que le couvre-feu était à 20h à Ouagadougou. Je confirme que le couvre-feu est maintenu de 1h à 4h du matin et que ce qui s'est passé au niveau donc de Yimbi n'a pas suscité pour que notre armée puisse demander le changement des horaires. Donc le couvre-feu est maintenu de 1h à 4h du matin. Je rappelle que tout un ensemble de ratissage est fait par les forces armées nationales depuis Yimbi jusqu'à Yagma pour éviter et rechercher tout ce qui peut avoir été entreposé, caché ou toute personne suspecte. L'ensemble du territoire également est quadrillé et des recherches sont lancées puisqu'un certain nombre d'identifications a été faites. Donc moi je voudrais appeler les populations à rester vigilantes. On est dans une situation où notre démocratie, ce que nous avons difficilement acquis avec l'insurrection d'octobre 2014, avec notre opposition au push, avec les élections qu'on a connues, notre démocratie est en train d'être attaquée par différentes personnes. Donc nous devons rester vigilants. Il y a des numéros qui sont donnés. La population doit assurer sa sécurité et pour cela, elle doit utiliser ces numéros-là et dénoncer et rapporter tout ce qui peut être suspect au niveau des forces de l'ordre et de défense de sécurité. Vous avez précisé ces numéros-là, je ne vais pas les rappeler. C'est le 10-10, le 16 et le 17. Ces numéros-là donc sont à la disposition des populations. Il faut qu'elles l'utilisent et le chef d'état-major a pris tous les engagements pour qu'effectivement il y ait quelqu'un au bout du fil pour que les informations données soient prises en compte immédiatement. Pour finir, monsieur le ministre, a-t-on des nouvelles ce soir du docteur Elliott et de son épouse? Toujours rien, toujours rien. Et vous savez comment ça fonctionne avec ces personnes-là. Malheureusement, souvent, lorsqu'elles opèrent sur un territoire, elles déplacent les otages sur un autre territoire et donc les États de la sous-région travaillent à trouver une solution. Généralement donc c'est cette coopération sous-régionale qui permet de résoudre les problèmes. Moi je voudrais profiter de votre plateau pour appeler les populations véritablement à la sérénité, à savoir qu'il y a des hommes qui travaillent, il y a des choses qui arrivent et sur lesquelles les forces de défense et de sécurité réagissent. Elles ont également leur part contributive à faire, c'est d'informer ce qui se passe. Et elles ont également leur part contributive, c'est de participer vraiment massivement le lundi prochain à cette journée solennelle d'hommage national aux martyrs. Les 32 personnes qui sont mortes, soit à Tinakov, soit à Ouagadougou, pour montrer aux gens que le Burkina est debout, que nous avons besoin de construire notre pays et que nous allons le faire, que ce n'est pas à la fois des ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur qui vont nous empêcher de le faire. Merci, monsieur le ministre, pour toutes ces informations. Un rappel sur ce plateau, donc, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Il a été question donc de cette attaque, de l'attaque perpétrée cette nuit au niveau donc du dépôt d'armement de Yimdi. Suite de ce journal, cela fait exactement une semaine, jour pour jour, à cette heure, se déroulait encore l'attaque terroriste sur l'avenue Kwame Nkrumah, plongeant le pays dans l'horreur. La plus belle avenue de la capitale a-t-elle retrouvé son ambiance? C'est ce que nous avons voulu savoir. Constat avec Aboubakar Sayon. Avenue Kwame Nkrumah, une semaine après les attaques terroristes. Le soleil se couche sur l'avenue, l'heure fatidique approche. Les souvenirs sont encore vifs dans les mémoires, mais ici, on tente de survivre au drame et à la psychose qui s'en est suivie. Dans ces restaurants, situés à quelques mètres de l'hôtel Splendide et du café Cappuccino, les couverts sont dressés et quelques clients sont présents. Mais la majeure partie des places est vide, un coup dur pour les affaires. On n'arrive même pas à faire le 1/4 de ce que nous faisions il y a juste 2 semaines. Il y a une certaine psychose qui s'est installée au niveau des gens. Alors ce que nous vivons présentement, les clients emportent plus leurs repas au lieu de les consommer sur place. Cela s'explique par le traumatisme qu'ils ont subi. Vaincre la peur et garder ses habitudes pour ne pas laisser triompher le terrorisme, c'est le leitmotiv de certains clients que nous avons trouvés sur place. Il y a quand même toujours un peu de crainte, mais
Je pense qu'il faut absolument faire échec à ces attaques-là, dont le but c'est de créer donc, bien évidemment la psychose. Je pense qu'ils ne réussiront pas parce que la population burkinabé va continuer à vaquer à ses occupations. L'autre jour, ça nous a trouvés ici, mais c'était la débandade. Chacun se cherchait. Pourtant, le peuple burkinabé a besoin de la paix pour pouvoir travailler. Vraiment, c'est ça qui... On demande aux gens d'être vraiment... non qu'on prenne le courage à deux mains, parce que je pense que ça va aller. 7 jours après les attaques djihadistes qui ont fait 33 morts, la vie reprend peu à peu son cours normal sur l'avenue Kwame Nkrumah, mais il faudra encore plus de temps pour que l'activité économique reprenne à 100% sur la plus belle avenue de Ouagadougou. Voilà pour ce constat. Godefroy Bazier se trouve actuellement sur l'avenue Kwame Nkrumah. Bonsoir Godefroy. Oui, bonsoir Jean-Emmanuel. Alors, une semaine après l'attaque terroriste, la nuit est tombée, c'est le début du week-end. Quelle est l'ambiance actuellement sur la plus belle avenue de Ouagadougou? Oui, c'est comme tout à l'heure, le reportage le disait avec Aboubacar Sayon. Sur l'avenue Kwame Nkrumah, la vie reprend doucement son cours. Et actuellement, nous avons fait du rond-point des Nations Unies à l'aéroport de Ouagadougou pour voir un peu comment se passe l'ambiance sur Kwame Nkrumah. Nous avons vu que la plupart des restaurants, des pâtisseries, des cafés sont ouverts. Mais maintenant, ces restaurants-là et ces cafés-là attendent toujours de la clientèle. Ça veut dire qu'il y a une certaine morosité qui règne ici. Il y a les forces de l'ordre qui patrouillent, armes au poing, avec cette circulation qui est très très fluide. Ça fait que, en tout cas, on a l'impression que la vie s'arrête Kwame Nkrumah et que, en tout cas, pour que les choses reprennent véritablement, il faudrait beaucoup de jours avant que la vie reprenne, que cette avenue joyeuse, pleine de vie, pleine d'ambiance, retrouve son lustre d'antan. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui osent quand même braver leur peur? Oui, effectivement, Jean-Emmanuel, moi j'ai vu quand même beaucoup de clients qui sont attablés et quelque part, par exemple, le restaurant La Véranda ou encore chez Simon ou encore au Palais des Vins. Et je vois beaucoup de clients qui sont attablés et qui disent, comme le disait tout à l'heure dans le reportage, que en tout cas, ils ne vont pas laisser le terrorisme gagner le dessous. Ils ne vont pas laisser le terrorisme, les terroristes, les djihadistes de tout poil, en tout cas, leur ôter l'envie de vivre, en tout cas de bien vivre, de participer au développement de leur pays. Donc, ils sont là, et c'est vrai que ce n'est pas l'affluence des grands jours, mais il y a des clients qui sont sur la terrasse. Je suis juste à côté de chez Simon, je vois des clients qui sont des expatriés aussi, qui sont là et qui prennent tranquillement les repas du soir. Et donc, ça veut dire que, en tout cas, beaucoup de gens n'ont pas fait une semaine, jour pour jour, après ces attaques terroristes qui ont ensanglanté, qui ont en tout cas apporté le drame dans de nombreuses familles de Burkina et d'ailleurs. Merci Godefroy Bazier et bonne soirée sur l'avenue Kwame Nkrumah. Alors, une semaine après, des artistes entrent en résistance. Je vous le disais en titre, 19 artistes qui décident de poser un acte militant. Résultat, une chanson composée en 48 heures et un clip vidéo produit par la RTB. Le titre, Tu te trompes, c'est une adresse aux terroristes. Nous vous proposons un petit bout. Avenue de je ne sais où, un vendredi pour ôter des vies. Tu te trompes, tu te trompes. Ici c'est la terre du bonheur, c'est le pays des hommes intègres. Tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes, tu te fourvoies, ok? Quelles que soient les bases qui te soutiennent, t'as cru générer de la terreur en distribuant ta haine. 15 janvier 2016 qui a semé 30 morts, récolte aujourd'hui 18 millions de soldats. Tu ne fais pas peur, tu ne fais pas du tout peur. Burkinabé, je suis Burkinabé, nous sommes engagés, inébranlables. Porque queremos la paz en nuestra tierra de Burkina.
Voilà pour ce clip donc diffusé ce soir même, une semaine, jour pour jour après l'attaque terroriste. L'artiste musicien Tal Moutaga fait partie donc des concepteurs de cette initiative. Il est sur notre plateau. Bonsoir Tal Moutaga. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors dites-nous pour commencer, comment est née donc l'idée de ce clip? Eh bien, c'est juste avant-hier aux environs de 19h que j'ai été contacté par la RTB, télé et radio confondus, pour me demander si je pouvais trouver une chanson qui serait la réaction des artistes burkinabés face aux attaques barbares qui nous ont été imposées par ces djihadistes. Et j'ai dit, c'est un défi, c'est un challenge qu'il faut relever. Et donc, je me suis engagé. Alors, on a vu qu'il y a 19 artistes donc, qui ont participé à l'initiative. Est-ce qu'il n'a pas été difficile de mobiliser tout ce beau monde-là? Difficile, non. Pourquoi? Parce que le Burkinabé est patriote d'abord. Et donc, quand on m'a soumis le projet, j'ai tout de suite dit, j'appelle mon frère et ami Bila Kakura et on va ensemble d'abord mûrir la chanson avant d'inviter nos amis. Et donc, tout de suite, j'ai pris attache avec Bill qui sera vraiment, il s'est senti concerné. Il dit, bon, on se retrouve dans ma salle de répétition, on s'est retrouvés, on a posé la musique et tout. Et ensuite, j'ai commencé à prendre les contacts, j'ai appelé tout le monde. Honnêtement, tous les artistes que j'ai contactés ont répondu présent, sauf deux, Sissé Aboulaye qui était malade et Alif Naba qui avait vraiment des obligations auxquelles il pouvait de calendrier. Voilà, alors le clip est diffusé ce soir, pile une semaine après donc, ces attaques terroristes sur l'avenue Kwame Nkrumah. Alors quel est le message donc, que vous avez souhaité véritablement transmettre à travers donc, cette initiative? Alors comme le titre l'indique, j'ai voulu dire tu te trompes. Tu te trompes pourquoi? Dans un premier temps, j'ai pensé à dire non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais j'ai dit non, ça ce n'est pas fort. Pour moi, tu te trompes. Tu te trompes pourquoi? Parce que ceux qui ont fait ça ont pensé pouvoir jouer sur notre mental, pouvoir déstabiliser tout ce que nous avons entrepris depuis un certain temps jusqu'à présent, c'est-à-dire la marche radieuse du pays vers une véritable démocratie, vers un développement social dans la cohésion et dans l'unité nationale. Et donc, ils ont fait ça, c'est pour, si vous voulez, amourer, nous gamer, comme on le dit. Et moi, je dis non, ils se trompent parce que, quel que soit ce qu'ils feront, comme barbarie, comme acte de djihadiste, nous restons dans notre voie et nous sommes inébranlables. Rien ni personne ne pourra nous amener à faire marche arrière. Nous allons et nous regardons vers notre devenir qui sera radieux, Inch'Allah. Merci Tal Moutaga d'être passé sur ce plateau. Je précise que c'est un clip donc, qui a retrouvé en boucle à la télé, à la radio, sur YouTube et les réseaux sociaux. D'une manière générale. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et puis, une chose est sûre, au-delà du milieu du showbiz, cette attaque terroriste va marquer pour longtemps encore les esprits des Burkinabés. Déjà, son impact se fait ressentir sur les activités économiques. Des sociétés comme la Brakina ou Air Burkina ont vu leur chiffre d'affaires chuter. L'une de nos équipes est allée à la rencontre des premiers acteurs du monde des affaires. Le point avec Nongba Kouda et Ismaël Diloma Sirima. Le tissu économique burkinabé affecté par les attaques du 15 janvier 2015. C'est du moins le sentiment du président du groupement professionnel des industriels du Burkina Faso. Et selon lui, les plus touchés sont les compagnies aériennes ainsi que les sociétés de fabrique de boissons. Il faut que les industriels et tous les opérateurs économiques se ressaisissent et aient une bonne lecture de ce genre de choses, sinon nos partenaires, si on ne leur explique pas que c'est un phénomène mondial et que ce n'est pas lié uniquement au Burkina Faso ou à l'Afrique de l'Ouest, nous allons certainement avoir des problèmes avec nos partenaires. Il appelle ainsi les acteurs du monde économique à ne pas céder à la panique. Les terroristes cherchent à nous terroriser. Et si on est terrorisé,
et qu'on se replie sur nous-mêmes au niveau business, au niveau tout simplement vie, on leur aurait donné raison. Et s'il est vrai, selon certains économistes, que ces attaques peuvent amener certains investisseurs à se rétracter ou à réduire leur financement, ce n'est pas le cas du groupe IPS. Nous venons de tenir 3 conseils d'administration pour les 3 sociétés. Je peux vous dire que les administrateurs, à l'unanimité, ont voté les budgets, ont voté les plans d'investissement. Donc nous avons décidé de poursuivre nos activités comme si effectivement rien ne s'était passé. À présent, le groupe d'investisseurs IPS espère le retour à un climat propice aux affaires. Et puis aujourd'hui, on a prié pour la nation et pour les victimes des attaques du 15 janvier à Ouagadougou. C'était à la mosquée du camp Sangoulé-Lamizana. Les fidèles ont imploré la protection divine sur le Burkina. L'imam Boukari Compaoré, dans son prêche, a fermement condamné cette attaque que rien ne peut justifier. Salifou Belem, Abdoul Rasmane Zongo. C'est une prière dans une prière, ici à la mosquée de vendredi du camp Sangoulé-Lamizana. La prière hebdomadaire a été renforcée par une autre, cadencée de doigts, bénédictions, prêches et invocations. Objectif, condamner l'attaque terroriste de Ouagadougou et implorer la protection de Dieu sur le Burkina Faso et ses habitants. Nous devons condamner de manière catégorique l'idéologie prônée par les terroristes et promouvoir au contraire avec clarté et confiance un état d'esprit pluraliste. Mais condamner seul ne suffit pas. Il faut une franche collaboration avec les autorités pour éradiquer ces cancers qui minent nos sociétés. L'imam a aussi souhaité plus de collaboration entre population et forces de défense et de sécurité, mais également demandé la dénonciation systématique de tout comportement ou individu suspect. Une semaine après l'enlèvement du docteur Elliott et de son épouse à Djibo, il n'y a toujours pas de nouvelles et pendant ce temps, les patients de leur clinique sont dans le désarroi. Le centre de santé est aujourd'hui menacé de fermeture. Le docteur Elliott était le seul médecin et en son absence, plus de consultations sur place. Seule une dizaine de patients attendent le temps de terminer leurs soins. Mokhtar Ouedraogo et Draman Guéné. Une clinique presque vide et sans le moindre sourire. C'est le visage que présente le célèbre centre social de santé du docteur Elliott, une semaine après son enlèvement ici en plein cœur de Djibo. Ces quelques patients qui sont encore là le sont pour les derniers pansements après leur opération. Quand je suis venu, il était là. Il a commencé à nous soigner. Bon, c'était son deuxième jour qu'ils sont venus l'attraper pour partir. Ceux qui ont des moyens pour faire qu'ils reviennent, ils n'ont qu'à tout faire. Sinon, actuellement, nous souffrons trop. Nous demandons au bon Dieu de faciliter son retour à la clinique. Nous traversons une période très difficile en ce moment. Je suis admise ici, à la clinique Dr Elliott, depuis 1 an et je n'ai jamais payé 1 franc. La clinique Elliott recevait une 60aine de patients par jour. Actuellement, les consultations y sont arrêtées car le docteur Elliott était le seul médecin homologué du centre. Même les rendez-vous qu'il avait donnés ont été purement et simplement déprogrammés. Depuis qu'il est parti, nous avons libéré les malades qui attendaient l'intervention. Je les ai libérés le lundi passé. Ils étaient au nombre de 19. Et ceux qui étaient opérés, d'autres aussi sont guéris, je les ai tous libérés. Libérés à jamais peut-être, puisque la clinique est en train de compter ses jours. Son avenir reste donc très sombre sans Elliott. Même s'il était mort accidentellement, je sais que la clinique a de l'avenir. Et comme il est enlevé maintenant, je ne crois pas s'il y a un occidental qui va oser venir. Maintenant, j'attends la décision de son fils qui est présentement en Australie. C'est à partir de cette maison que le docteur Elliott et son épouse Jocelyne ont été enlevés dans la nuit du vendredi au samedi 16 janvier dernier, ici dans la ville de Djibo. Alors, une semaine après l'enlèvement, le couple n'a pas fait de signe de vie. L'enlèvement non plus n'a pas été revendiqué, laissant alors dans le désarroi total toute une ville, voire une région.
Voilà pour ce reportage de Draman Guéné. Et puis dans l'épreuve, le Burkina reçoit le message de soutien et de compassion de la commission de la CEDEAO. Son président cadré Désiré Ouédraogo était cet après-midi à la primature. Il a transmis ce message à Paul Kabatieba. Il s'exprime ici au micro de Jérémy Ouédraogo et Ibrahima Sombié. Je suis au Burkina Faso dans le cadre d'une visite de solidarité pour exprimer la solidarité et la sympathie et la compassion de toutes les institutions de la CEDEAO, au gouvernement et au peuple du Burkina, suite aux attentats terroristes du 15 janvier dernier. Il était normal dans ce cadre que je vienne rendre une visite au Premier ministre, d'autant plus que cela m'a donné l'occasion de lui réitérer mes félicitations pour sa nomination ainsi que nos vœux de succès dans la lourde mission qui vient de lui être confiée, tout en lui promettant de l'appui et de l'assistance de toutes les institutions de la CEDEAO pour réussir sa mission. La France n'enverra pas d'effectifs militaires supplémentaires au Burkina Faso, affirmation de l'ambassadeur de France au Burkina. Gilles Thibault a eu un entretien aujourd'hui avec le président de l'Assemblée nationale. Il annonce tout de même un renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Écoutons le diplomate français. Ses propos sont recueillis par Paul David Bambara et Viviane Tenderbego. Nous sommes ici pour intervenir dans le reste de la zone sahélienne qui est l'objet des mêmes menaces. Nous avons envoyé des équipes de policiers, de gendarmes, des spécialistes de l'antiterrorisme. Ils travaillent à côté de leurs homologues, avec leurs homologues burkinabés. En revanche, on peut s'attendre à l'intensification de la coopération entre la France et le Burkina Faso. L'Assemblée nationale d'adopter des lois qui permettent au Burkina Faso de répondre mieux aux défis qui se présentent à lui. Les terroristes qui frappent de nouveau, cette fois à Mogadiscio, en Somalie. Un restaurant situé au bord de la mer a été attaqué. Les hommes armés ont fait irruption dans l'établissement et ont ouvert le feu. Une vingtaine de personnes ont été tuées, parmi lesquelles des femmes et des enfants. L'attaque a été revendiquée par les rebelles islamistes Shebab. L'attaque a fait au moins 19 morts, parmi eux des femmes et des enfants. C'est un restaurant très fréquenté de Mogadiscio, la capitale somalienne, qui était visée. Installé sur la plage, le Beach View a d'abord été attaqué par une voiture piégée, puis des hommes ont ouvert le feu sur les clients. Les terroristes Shebab ont revendiqué l'attentat. Le groupe islamiste lié à Al-Qaïda terrorise le pays depuis des années pour tenter d'imposer la charia. Le mode opératoire est le même que la semaine dernière à Ouagadougou, au Burkina Faso. En novembre, d'autres djihadistes liés à Al-Qaïda avaient semé la mort dans un hôtel de Bamako, au Mali. Un incendie a ravagé la nuit dernière une partie du marché de Boinciaré. Le sinistre a touché surtout le marché de meubles situé le long du canal de Zogona. Selon les témoignages, c'est aux environs de 3 heures du matin que le feu s'est déclaré. Une trentaine de boutiques est partie en fumée. Heureusement, on ne déplore aucun blessé. Constat Roger Kam et Nathalie Sawadego. À notre arrivée sur les lieux de l'incendie, les sapeurs-pompiers avaient fini de maîtriser les flammes. Des flammes qui ont ravagé près d'une trentaine de boutiques de ce marché de Boinciaré, communément appelé marché de meubles. Selon des témoignages, c'est aux environs de 3 heures du matin que le feu se serait déclenché. Sincèrement, je ne sais pas comment vous raconter, parce que moi, on m'a alerté vers 3 heures du matin. Moi, je viens de trouver un brasier. Donc, comment ça a débuté, vraiment, je ne peux vous le dire. Même pas une seule pointe. Tout a brûlé. Tout a brûlé. Ce sont des millions qui sont partis. Vous voyez, il y a une machine, il y a deux machines, une machine ici, ce sont des millions qui sont partis en fumée. Ce sont des millions. Pour le moment, ils peuvent évaluer, mais ce sont des millions. Fort heureusement, on ne déplore pas de pertes en vies humaines ni de blessés. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de cet énième incendie dans la capitale burkinabé. Et puis comme de coutume, pour finir, la revue de presse des quotidiens, un sujet barre aujourd'hui la une de presque tous les journaux. L'arrivée hier au Burkina Faso du président Idriss Déby Itno. Toboum Evelyne Dabiré. Les quotidiens de ce 22 janvier informent en chœur l'arrivée de Idriss Déby Itno à Ouagadougou. Pour Sidoya,
le chef de l'État Idriss Déby Itno est venu pour exprimer sa compassion au peuple burkinabé. Dans les colonnes du soir, le président tchadien affirme « À ma qualité de président en exercice du G5 du Sahel et d'un pays victime du terrorisme, il est normal que je vienne ici à Ouagadougou pour compatir et soutenir le peuple frère du Burkina. » Pour Idriss Déby, le terrorisme est pire que Ebola, lit-on dans Aujourd'hui au Faso. Et comme solution, il recommande l'instauration d'un dispositif redoutable, précise DNF. Autre solution publiée dans Sidoya, Idriss Déby propose à son homologue burkinabé qu'en marge du sommet de l'Union africaine prévu fin janvier à Addis Abeba, le G5 du Sahel se réunisse. Nous ne devons pas rester les bras croisés, nous ne devons pas agir seuls, nous devons rester ensemble et agir de concert contre la nébuleuse terroriste, conclut Idriss Déby dans Sidoya. Et après analyse, le journal Le Quotidien conclut « Idriss Déby est la preuve que l'Afrique peut unir ses forces pour affronter les terroristes de tous bords. » Toujours en rapport avec ce drame, l'observateur Palga publie le témoignage du propriétaire du Cappuccino qui affirme en parlant des terroristes « Si je devais baisser les bras aujourd'hui, je leur donnerais raison. » Mais qui sont les 30 victimes de l'attentat du 15 janvier? La réponse est dans notre temps qui revient sur l'identité et le parcours des victimes. Autre fait rapporté par vos quotidiens, la situation épidémiologique du Burkina. 63 cas de méningite ont été enregistrés à cette date, informe le pays. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite à 21h, le magazine des sports. Draman Dadjian vous retrouve à 22h15 pour l'édition synthèse. Bonne suite de programme.